Donc du coup, ces recherches ont été menées en partenariat avec le SRA d'Ajaccio et elles font suite du coup à un premier master. Donc j'ai fait un master 1 qui a été plutôt bibliographique et qui m'a permis de, voilà, de entrevoir en fait tout ce qui avait pu être fait sur les terrasses agricoles en Méditerranée de manière générale. Et la présentation d'aujourd'hui reporte sur les travaux que j'ai réalisés lors de mon master 2 et donc du terrain que j'ai pu réaliser grâce au SRA. Hop. Donc, le terrain sur lequel j'ai eu la chance de travailler est le terrain de Pinot, donc, qui se situe en Haute-Corse, notamment dans le Cap Corse. Il y avait également été envisagé de travailler sur le site de Canaries, mais suite aux prospections pédestres que j'ai pu mener, j'ai préféré me concentrer uniquement sur le village de Pinot, qui avait un potentiel archéologique et d'études des terrasses peut-être plus favorable. Au niveau du contexte environnemental, il y avait quelque chose d'assez intéressant, c'était que aujourd'hui l'ensemble des terrasses, qui sont pourtant de manière très importante, en fait, elles sont énormément, comme vous pouvez le voir sur le traitement du MNT, sont toutes couvertes aujourd'hui par de la forêt. Et donc, c'était intéressant de constater ça parce que c'est pas du tout un élément archéologique qui est visible, notamment sur les photos aériennes, mais par contre qui était notifié déjà à partir des traitements du plan Terry, comme vous pouvez le voir, où les différentes parcelles, en fait, que j'ai pu identifier en fonction des différents types de cultures, sont encore visibles aujourd'hui grâce à la technologie, notamment du lidar. Et voilà, c'était déjà une première information intéressante qui me permettait de voir l'ampleur et la richesse en fait des terrasses agricoles sur cette zone. Donc, c'est posé la question déjà de pourquoi étudier les terrasses. En fait, j'ai l'idée que les terrasses agricoles sont un objet archéologique et le fait qu'elles soient aussi présentes mais aussi peu étudiées soulève des questions quant à l'utilisation des terrasses, euh, quand est-ce qu'elles sont apparues. Donc voilà, il y avait plusieurs questions à soulever pendant cette étude. Donc voilà, le fait qu'il y ait peu de sources écrites ou archéologiques, notamment 9 fouilles au total sur terrasse, sans pour autant que le contexte de terrasse ait été envisagé lors de ces fouilles. Il y a les travaux de Romana Harfouche et de Pierre Poupet qui ont été menés autour des années 2000, mais qui concernaient exactement le désert des Agriates et donc pas forcément la zone du Cap. Et le fait étant que le Cap Corse a quand même une position géographique très intéressante, étant proche notamment de la Ligurie en Italie, qui est aussi une zone avec une forte proportion de terrasses agricoles. Donc voilà, c'était une étude en fait qui voulait proposer un premier protocole d'étude et tester en fait le potentiel archéologique des terrasses et voir ce qui était possible en fait d'obtenir comme information. Donc, je me suis focalisée sur le terrain de Pinot suite à une première prospection pédestre. Et donc, 3 terrasses ont été déterminées pour cette étude. J'ai pris 2 terrasses d'un même ensemble archéologique autour du hameau de Barbalinka, qui est un des premiers hameaux du village de Pinot, et une terrasse sur un autre bassin versant, un peu plus bas et proche de la mer, pour avoir voilà, différents échantillonnages et constater ou non des différences parmi ces ensembles. Donc au niveau des méthodes, ça a d'abord été un travail documentaire. Effectivement, il s'agissait donc voilà, de voir tout ce qui avait pu être dit ou fait autour de ces zones, donc étudier les photographies aériennes, le lidar qui a pu être traité aussi, la création d'un SIG, essayer voilà, de recouper et de recoller tout ce qui existait comme documentation. Donc ça passait aussi par l'étude du plan terrier, qui est vraiment une source d'information très riche parce qu'elle situe au niveau de la végétation et la culture, cette zone. Donc c'était très intéressant de savoir au XVIIIe siècle, qu'est-ce qu'on pouvait trouver. Et donc s'en est suivi une phase de prospection pédestre, donc comme je disais, sur Canaries et sur Pinot, afin de déterminer les meilleurs ensembles de terrasses à étudier avec plusieurs critères, notamment la conservation et la préservation des murs, qui notamment induisent une préservation de la stratigraphie derrière le mur. Et donc c'était ça que je cherchais en priorité. Et aussi voilà, de choisir 2 contextes ou 3 différents à étudier et de pouvoir les comparer entre eux.
Donc, une fois que j'ai déterminé les différentes terrasses à étudier, plusieurs types d'analyses ont pu être menées. Donc, d'abord, il y a eu une phase de terrain qui m'a permis de faire des prélèvements. Donc, ça s'est passé en octobre 2024. Et il s'agissait donc d'ouvrir des tranchées de 2 mètres par 1 en général, de manière juste à pouvoir se glisser en fait dans la stratigraphie, de pouvoir mettre la stratigraphie à jour et de pouvoir faire mes prélèvements. Donc il y a eu plusieurs salles de prélèvements, notamment une première série de prélèvements pour la micromorphologie, à savoir qu'il s'agissait d'un prélèvement par coupe que je déterminais en fonction de ce que j'observais comme unité pédosédimentaire. Donc j'essayais de sélectionner des espaces de transition entre les unités pour avoir le plus d'informations possible. Ensuite, il y a eu une phase de prélèvement pour de la datation au SLPD. Donc, il s'agissait voilà, de faire ça, par contre, couvert, puisque le SLPD ne marche pas enfin, une fois que la stratigraphie est renouvelée et blanchie en fait par la lumière du soleil. Donc, on devait couvrir complètement avant de prélever. Et on faisait un prélèvement sur la stratigraphie entière avec un pas de 10 centimètres environ pour avoir le suivi, en fait, l'évolution de la datation pour la stratigraphie. Et enfin, il s'agissait de faire des prélèvements pour les phytolithes, à savoir que c'était prélevé en vrac sur les différentes UPS. Donc, voilà, c'est les différents types d'analyses que j'ai tenté de mener. Pour les résultats, en fait, il faut d'abord resituer l'histoire du village de Pinot. Et c'était aussi du coup un gros travail documentaire et d'archives. Donc le village est fondé, a priori, d'après les sources, autour du XIe siècle. Euh, il suit en fait l'évolution un peu globale des villages du Cap Corse, avec notamment un tournant en fait autour du XIIIe siècle, avec un défrichement progressif et plus intense du maquis à cette période, ce qui me permettrait peut-être de situer les terrasses, mais je vous expliquerai ça un peu après. Un autre élément marquant, c'est la révolution et le mouvement féodal du XVe siècle qui s'appelle Ukumule, qui est aussi à prendre en compte dans les différentes phases en fait, de vie de la terrasse. Et les différents documents que j'ai pu avoir également, auxquels j'ai pu avoir accès. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a un inventaire du XIIIe siècle qui, euh, qui situe Pinot avec un nombre de feux à 53, ce qui peut revenir à environ 210 personnes sur l'ensemble des hameaux, parce que sachant que le hameau principal était en Barbalinka, il y avait d'autres hameaux autour du village. Et donc voilà, sur l'ensemble de Pinot à cette époque-là, on était à 53, 3 feux, donc 210 personnes à peu près. Pour comparer avec le XVIIe siècle, où on observe qu'il n'y a plus que 5 habitants sur un extrait des âmes de Pinot, dressé en 1673. Donc voilà, ça n'a jamais été un très grand village. Et progressivement, on a constaté du coup une baisse en fait des habitations. Et avec ces informations, je cherchais à savoir quel était le rôle, enfin quel était le lien avec les terrasses. Est-ce que c'était visible en fait à travers l'exploitation des terrasses, leur abandon et d'autres paramètres. Donc, je vais commencer par la terrasse 2 parce que c'est celle qui a des informations auxquelles je peux faire le lien avec l'autre terrasse. Donc, elles appartiennent toutes les deux, enfin, celle-ci appartient au premier ensemble, donc celui qui était le plus au nord, le plus proche du hameau de Barbalinka. C'est une terrasse sur laquelle on a pu déterminer 4 UPS différents, donc 4 unités pédosédimentaires. Au niveau des phytolithes, on a observé qu'il y avait donc, des phytolithes à la base de la terrasse, puis sur les UPS plus récentes. Mais pour les UPS 3 et 2, on avait une absence totale de phytolithes, ce qui pourrait correspondre en fait à un couvert forestier, étant donné que les dicotylédones ne laissent pas ne produisent pas de phytolithes. Euh, voilà, l'hypothèse étant que là où, pour l'UPS4, il s'agirait probablement d'une période de culture, notamment de graminées plutôt. L'UPS1, il s'agirait d'une charbonnière, pour ce qu'on a pu en sédimentologie en observer. Et donc pour les UPS2 et 3 correspondrait à une absence, enfin un couvert forestier qui ne permet pas justement d'obtenir ces phytolithes.
La micromorphologie a aussi permis de constater qu'il y avait un fort lessivage au niveau de l'UPS3, et donc ça rejoindrait en fait cette idée de couvert forestier où l'UPS4 serait, correspondrait en fait à la mise en culture, et à partir de l'UPS3, on ne s'occupe plus, en fait, la terrasse est abandonnée, potentiellement lessivée avec des pluies abondantes et un climat, comme on peut le savoir au niveau de la Corse, assez capricieux parfois. Et voilà, le développement en fait, du couvert forestier sur à partir de cette UPS-là. Au niveau aussi de l'OSL, un point important de l'OSL, c'est que je n'ai pas pu les dater de manière absolue. Donc, c'est-à-dire que j'ai des datations qui sont en relative les unes entre les autres. Donc, je peux savoir, avec le diagramme que vous pouvez voir par exemple à droite, lesquelles sont les plus anciennes, lesquelles sont les plus récentes. Et à partir de quand il y a des décrochages, donc des inversions en fait, étant donné que ça devrait être une courbe assez linéaire, donc qui se suit progressive dans le temps, qui monte. Là, il y a plusieurs décrochements. Donc ces décrochements peuvent symboliser et représenter différentes phases de la vie de la terrasse. Et donc voilà, les deux perturbations qu'on observe, c'est une première à la base de la terrasse qui pourrait correspondre donc à la mise en culture, et la deuxième perturbation correspond donc a priori au développement de la charbonnière qui commence avec l'UPS2 en fait. Pour la terrasse 1, c'est l'autre terrasse donc, de l'ensemble au nord, à côté de Barbalinka. Celle-ci, elle est un peu particulière parce que c'est une terrasse qui était très proche de l'habitat et pour lesquelles on a retrouvé tout un ensemble de tessons de céramique, sachant que dans les autres terrasses, il n'y en a absolument pas, et que là, les tessons étaient répartis de manière homogène dans toute la stratigraphie. Donc ça pose la question de l'utilisation de cette terrasse, parce que cette information est aussi accouplée avec le fait qu'il n'y a pas de phytolite. Il n'y a absolument aucun phytolite euh, dans cette terrasse. Et donc voilà, c'est c'est pas, ça ne donne pas nécessairement d'informations sur est-ce qu'elle avait été mise en culture, en fait, tout simplement. Est-ce que c'était un dépotoir? Voilà, j'ai pas plus d'informations parce que j'ai pas d'autres caractéristiques. Mais pour cette terrasse, voilà, le fait étant que l'absence de phytolite et la présence d'un mobilier archéologique qu'on ne retrouve pas d'ordinaire et la proximité avec l'habitat peut faire penser au fait que c'est peut-être une terrasse qui n'avait même pas été mise en culture à l'origine. C'est pourtant une terrasse sur laquelle on a déterminé 3 UPS différentes, euh, avec pourtant des perturbations de l'OSL assez, enfin, il y en a quand même 3 sur une stratigraphie qui n'est pas très haute. Euh, et le fait qu'il y ait aussi eu des lessivages, comme exactement au même endroit quasiment que la terrasse précédente. Euh, Au niveau de l'OSL, la première perturbation à la base de la terrasse, on la considère négligeable parce que enfin, en tout cas, on a considéré ça négligeable au vu la faible variation en fait du signal. Euh, Pour la deuxième perturbation, l'hypothèse, ce serait le développement parallèle du couvert forestier comme la terrasse 2, en fait, à partir de l'abandon de la terrasse. Donc voilà, est-ce que cette terrasse aurait été créée et juste entretenue comme un dépotoir, puis abandonnée, et donc on observe le développement du couvert forestier comme pour la terrasse précédente. C'est potentiellement le cas, en sachant qu'il y a aussi eu le même lessivage que la terrasse 2. Pour la troisième terrasse, c'est celle qui se situe au bord de mer et qui semblerait avoir une histoire assez différente parce que les caractéristiques et les résultats ne sont pas tout à fait les mêmes. Déjà, il y a une forte présence de phytolithes et enfin, qui ont pu être déterminés grâce au nombre. Enfin, j'ai eu suffisamment de morphotypes pour pouvoir déterminer précisément et pouvoir quantifier en fait de manière raisonnable. C'est aussi une terrasse qui a une stratigraphie encore enfin, très simple avec uniquement deux UPS. Et un nouvel élément, c'est qu'on trouve un nombre très important de fecal pellets enfin, qui signifie qu'il y avait une forte bioturbation animale, pardon, sachant qu'il y avait aussi une forte bioturbation végétale parce que c'est avec un réseau racinaire très important. Et qu'on a une seule perturbation à l'OSL
qui se situe en plein milieu en fait de l'UPS2. Euh, donc, ce qui est intéressant, c'est que les différentes études menées sur les fecal pellets tendent à aller vers l'hypothèse d'un amendement. Et donc, en fait, cette perturbation OSL, qui est caractérisée notamment par un fort taux de feldspath, et pas forcément de quartz, voilà, il se pourrait qu'en fait, cette perturbation soit liée à un amendement de la terrasse qui expliquerait donc la forte perturbation animale et l'intensité du signal uniquement sur les feldspaths. Au niveau des phytolithes, les résultats sont assez intéressants, même si j'ai trouvé qu'ils étaient un petit peu limités. Donc voilà, j'ai pu déterminer différents types de phytolithes et j'ai pu aussi les quantifier de manière raisonnable. Et donc, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une majorité de graminées en fait, qui sont représentées dans le phytolithe. C'est pas nécessairement caractéristique, enfin, c'est pas suffisamment j'ai pas suffisamment d'éléments pour pouvoir aller vers la théorie de la culture de céréales. Mais voilà, c'est à prendre en compte sur le fait que du coup, on était sur une végétation de graminées principalement sur l'ensemble de la terrasse et qu'aujourd'hui, elle est encore défrichée. On n'a pas il n'y a pas de couvert forestier comme sur les deux autres terrasses pour le coup. Donc il s'agissait en fait d'une première approche, d'une première tentative d'étude des terrasses pour essayer de voir en fait, le potentiel archéologique de ces terrasses, voir aussi si les méthodes que je proposais étaient pertinentes et dans quelle mesure elles l'étaient. Donc mes conclusions vis-à-vis de mes méthodes, c'est que les phytolithes sont très intéressants, mais sont malheureusement assez limités en raison de la définition taxonomique et qui ne descend pas au-dessus de la famille. Et c'est vrai que du coup, c'est assez limitant. Je ne peux pas avoir d'autres informations au-delà de ça. L'autre limite qui m'est apparue, c'est la nécessité de la datation absolue pour l'OSL, puisque tout ce que je peux proposer comme hypothèse et comme interprétation, c'est à mettre en lien avec le plan terrier. C'est-à-dire que je propose l'idée que les terrasses existaient avant le plan terrier, si on trouve un état de couvert végétal, de développement de couvert végétal, puisque c'est ce qu'on observe sur le plan terrier à ce moment-là, notamment pour la terrasse 1 et la terrasse 2. Donc l'existence de ce couvert végétal pour le XVIIIe siècle et le fait que la stratigraphie remonte à plus loin, ça me fait penser que voilà, on peut avoir des terrasses qui existent avant le XVIIIe siècle, notamment pour les terrasses 1 et 2, ce qui n'est pas le cas pour la terrasse 3. Mais voilà, sans datation absolue, ça ne reste que des hypothèses. Et aussi le fait que cette étude était beaucoup trop restreinte spatialement, qui ne me permet pas en fait d'avoir une vision globale des, des ensembles de terrasses et du système en fait de fonctionnement de ces terrasses pour les deux bassins versants en tout cas que j'ai étudiés. Et donc il y avait des pistes d'amélioration qui ont été évoquées suite à ces travaux, donc notamment d'avoir des méthodes complémentaires aux phytolithes, notamment la palynologie, sachant que c'est des méthodes qui ont été mises en place sur d'autres terrains d'études et qui fonctionnent très bien. Donc voilà, ce serait intéressant de pouvoir coupler ces deux méthodes et pouvoir voir si elles se complètent, si les informations se recoupent ou pas. Ce serait intéressant de voir ça. Et un autre élément qui serait intéressant à mettre en approche, c'est de carotter en fait en amont de la réalisation des sondages, parce que ça m'est arrivé pour les terrasses 1 et 2 de en fait, atteindre un substrat rocheux qui, je pense, n'est pas celui, enfin, qui n'est pas le substrat mère et voilà, d'avoir une première vision en fait grâce à des carottages de la stratigraphie et de sélectionner la meilleure zone à étudier afin d'éviter les perturbations en réalité. Donc la conclusion de cette étude, c'est qu'il y a un fort potentiel à l'étude des terrasses agricoles comme objet archéologique parce qu'elles permettent de comprendre en fait déjà sur un temps long euh, les paysages méditerranéens et plus spécifiquement Cap Corsin, mais aussi voilà, de recouper différentes informations et d'essayer de comprendre si les terrasses sont représentatives ou non de certaines dynamiques. Je pense à le fait d'abandon, par exemple, ou de réexploitation. Elles sont aussi les témoins d'évolution des pratiques agraires, économiques, sociales et politiques, puisque les abandons, comme je disais, du coup, sont des possibles résultats de réduction démographique ou de changement de dynamique.
avec par exemple des traditions des espaces de montagne, des déplacements des populations vers les côtes avec le commerce au XIXe siècle, qui correspondrait enfin, ce qui correspond en fait à l'abandon des terrasses massivement à cette période. Et aussi, c'est quand même des objets qui représentent en fait cette forte adaptabilité pardon, au relief local et qui sont à mettre en lien avec l'histoire corse, notamment du commerce maritime. Et enfin, c'est une zone enfin, le Cap Corse, c'est une zone vraiment très intéressante et très riche par, comme je disais, sa situation géographique. Et donc voilà, les terrasses sont aussi à replacer dans ce contexte. Et c'était un des sujets que j'avais proposé pour une thèse, d'essayer de comprendre en fait l'intégration de ces terrasses en lien avec les différents échanges culturels qui pouvaient exister, notamment avec la Ligurie, voir si c'était en fait une méthode qui avait été qui est exogène ou qui avait été apportée par d'autres populations avec des échanges, ou si c'est quelque chose, une solution qui est apparue d'elle-même en fait pour la mise en culture de ces zones escarpées. Donc, je vous remercie pour votre attention.